Tristan et Iseut, chapitre 18. Tristan fou. Revenu en Bretagne, Tristan se languit loin d'Iseut blonde qui l'a chassé. Cherchant un moyen de l'approcher, il décide de ruser. Pour n'être pas reconnu en Cornouailles, il se déguisera en fou. Il croise la route d'un pêcheur qui porte une tunique faite d'un tissu grossier et velu, muni d'une grande capuche, et le prie d'échanger ses vêtements avec les siens. Le pêcheur regarda les vêtements de Tristan, les trouva meilleurs que les siens, les prit aussitôt et s'en alla bien vite, heureux de l'échange. Alors Tristan tondit sa belle chevelure blonde au ras de la tête en y dessinant une croix. Il enduisit sa face d'une liqueur faite d'une herbe magique apportée de son pays, et aussitôt sa couleur et l'aspect de son visage muèrent si étrangement que nul homme au monde n'aurait pu le reconnaître. Il arracha d'une haie une pousse de châtaignier, s'en fit une massue et la pendit à son cou. Les pieds nus, il marcha droit vers le château. Le portier crut qu'assurément il était fou et lui dit « Approchez, où donc êtes-vous resté si longtemps ?» Tristan contrefit sa voix et répondit « Aux noces de l'abbé Dumont, qui est un de mes amis, il a épousé une abbesse, une grosse dame voilée. De Besançon jusqu'au Mont, tous les prêtres, abbés, moines et clercs ordonnés ont été mandés à ses épousailles. Et tous sur la lande, portant bâtons et crosses, sautent, jouent et dansent à l'ombre des grands arbres. Mais je les ai quittés pour venir ici, car je dois aujourd'hui servir à la table du roi. » Le portier lui dit « Entrez donc, seigneur, fils d'Urgan le velu. Vous êtes grand et velu comme lui, et vous ressemblez assez à votre père. » Quand il entra dans le bourg, jouant de sa massue, valets et écuyers s'amassèrent sur son passage, le pourchassant comme un loup. « Voyez le folle ! Ils lui lancent des pierres, l'assaillent de leurs bâtons, mais il leur tient tête en gambadant et se laisse faire. Si on l'attaque à sa gauche, il se retourne et frappe à sa droite. Au milieu des rires et des huées, traînant après lui la foule ameutée, et il parvint au seuil de la porte où, sous le dais, aux côtés de la reine, le roi Marc était assis. Il approcha de la porte, pendit la massue à son cou et entra. Le roi le vit et dit « Voilà un beau compagnon, faites-le approcher. » On l'amène, la massue au cou. « Ami, soyez le bienvenu. » Tristan répondit de sa voix étrangement contrefaite. « Sire, bon et noble entre tous les rois, oh, je le savais qu'à votre vue mon cœur se fondrait de tendresse. Dieu vous protège, beau sire. » « Ami, qu'es-tu venu quérir, séant ?»« Iseut, que j'ai tant aimé. J'ai une sœur que je vous amène, la très belle Brune Haut. La reine vous ennuie. Essayez de celle-ci. Faisons l'échange. Je vous donne ma sœur, baillez-moi Iseut. Je la prendrai et vous servirai par amour. » Le roi s'en rit et dit au fou : « Si je te donne la reine, qu'en voudras-tu faire? Où l'emmèneras-tu? » ?»« Là-haut, entre le ciel et la nuit, dans une belle maison de verre. Le soleil la traverse de ses rayons. Les vents ne peuvent l'ébranler. J'y porterai la reine en une chambre de cristal, toute fleurie de roses, toute lumineuse au matin quand le soleil frappe. » Le roi et ses barons se dirent entre eux : « Voilà un bon fou, habile en paroles. » Il s'était assis sur un tapis et regardait tendrement Iseut. « Ami, lui dit Marc, d'où te vient l'espoir que madame prendra garde à un fou hideux comme toi ? » ?»« Sire, j'ai bien droit. J'ai accompli pour elle ma travail, et c'est par elle que je suis devenu fou. »« Qui donc es-tu ? » ?»« Je suis Tristan. Je suis Tristan, celui qui a tant aimé la reine et qui l'aimera jusqu'à la mort. » À ce nom, Iseut soupira, changea de couleur et courroucé lui dit « Va-t'en, qui t'a fait entrer séant ? Va-t'en, mauvais fou !» Le fou remarqua sa colère et dit « Reine Iseut, ne vous souvient-il pas du jour où, navré par l'épée empoisonnée du Morholt, emportant ma harpe sur la mer, j'ai été poussé vers vos rivages? Vous m'avez guéri. Ne vous en souvient-il plus, reine ?» Iseut répondit « Va-t'en d'ici, fou. Ni tes jeux ne me plaisent, ni toi. » Aussitôt, le fou se retourna vers les barons, les chassa vers la porte en criant « Folles gens, hors d'ici! Laissez-moi seul tenir conseil avec Iseut, car je suis venu séant pour l'aimer. »
Le roi s'en rit, Iseux rougit. « Sire, chassez ce fou !» Mais le fou reprit de sa voix étrange. « Reine Iseut, ne vous souvient-il pas du grand dragon que j'ai haussé en votre terre? J'ai caché sa langue dans ma chausse, et tout brûlé par son venin, je suis tombée près du marécage. J'étais alors un merveilleux chevalier, et j'attendais la mort quand vous m'avez secouru. » Iseux répondit, « Tais-toi, tais-toi, tu fais injure au chevalier car tu n'es qu'un fou de naissance. Maudits soient les mariniers qui t'apportèrent ici au lieu de te jeter à la mer. » Le fou éclata de rire et poursuivit, « Reine Iseut, ne vous souvient-il pas du bain où vous vouliez me tuer de mon épée, et du conte du cheveu d'or qui vous apaisa, et comment je vous ai défendu contre les sénéchals couards? Taisez-vous, méchant conteur. Pourquoi venez-vous ici débiter vos songeries? Vous étiez ivre hier soir, sans doute, et l'ivresse vous a donné ces rêves. » « C'est vrai, je suis ivre, et de telle boisson que jamais cette ivresse ne se dissipera. Reine Iseut, ne vous souvient-il pas de ce jour si beau, si chaud? Sur la haute mer, vous aviez soif. Ne vous en souvient-il pas? Fille de roi, nous bûmes tous deux au même à Naples. Depuis, j'ai toujours été ivre, et d'une mauvaise ivresse. » Quand Iseut entendit ces paroles qu'elle seule pouvait comprendre, elle se cacha la tête dans son manteau, se leva et voulut s'en aller. Mais le roi la retint par sa chape d'hermine et la fit rasseoir à ses côtés. « Attendez un peu, Iseux, ami, que nous entendions ces folies jusqu'au bout. Fou, quel métier sais-tu faire? »« J'ai servi des rois et des comtes. »« En vérité, sais-tu chasser aux chiens, aux oiseaux? » ?»« Certes, quand il me plaît de chasser en forêt, je sais prendre avec mes lévriers les grues qui volent dans les nuées, avec mes limiers les cygnes, les oies grises ou blanches, les pigeons sauvages, avec mon arc, les plongeons et les butors. » Tous s'en rirent bonnement, et le roi demanda, « Et que prends-tu, frère, quand tu chasses au gibier de rivière? »« Je prends tout ce que je trouve, avec mes autours, les loups, des bois et les grands ours, avec mes gerfauds, les sangliers, avec mes faucons, les chevreuils et les daims, les renards avec mes éperviers, les lièvres avec mes émerillons. Et quand je rentre chez qui m'héberge, je sais bien jouer de la massue, partager les tisons entre les écuyers, accorder ma harpe et chanter en musique, et aimer les reines, et jeter par les ruisseaux des copeaux bien taillés. En vérité, ne suis-je pas bon ménestrel? Aujourd'hui, vous avez vu comme je sais m'escrimer du bâton. » Il frappe de sa massue autour de lui. « Allez-vous-en d'ici » crie-t-il, seigneur Cournoyer. « Pourquoi rester encore? N'avez-vous pas déjà mangé? N'êtes-vous pas repu ?» Le roi, s'étant diverti du fou, demanda son destrier et ses faucons et emmena en chasse chevaliers et écuyers. « Sire, lui dit Iseux, je me sens lasse et dolente. Permettez que j'aille reposer dans ma chambre. Je ne puis écouter plus longtemps ces folies. » Iseux se retire dans sa chambre. Elle confie son tourment à Brangien et veut parler à ce fou. Reconnaissant Brangien, Tristan rentre avec elle dans la chambre d'Iseut. Iseut ne veut pas croire que Tristan est caché derrière le fou, mais ce dernier lui affirme que Usdan, le chien qui lui avait confié en gage d'amour, le reconnaîtra sans faillir. « Viens ça, Usdan, dit Tristan. Tu étais à moi, je te reprends. » Quand Usdan entend sa voix, il fait voler sa laisse des mains de Brangien, court à son maître, se roule à ses pieds, lèche ses mains, aboie de joie. « Usdan !» s'écrie le fou. « Béni soit, Usdan, la peine que j'ai mise à te nourrir. Tu m'as fait meilleur accueil que celle que j'aimais tant. Elle ne veut pas me reconnaître. Reconnaîtra-t-elle seulement cet anneau qu'elle me donna jadis avec des pleurs et des baisers au jour de la séparation? Ce petit anneau de jaspe ne m'a guère quitté. Souvent, je lui ai demandé conseil dans mes tourments. Souvent, j'ai mouillé ce jaspe vert de mes chaudes larmes. » Iseut a vu l'anneau. Elle ouvre ses bras tout grands. « Me voici. Prends-moi, Tristan. » Alors Tristan cessa de contrefaire sa voix. « Ami, m'as-tu si longtemps pu méconnaître plus longtemps que ce chien? Qu'importe cet anneau? Ne sens-tu pas qu'il m'aurait été plus doux d'être reconnu au seul rappel de nos amours passés? Qu'importe le son de ma voix, c'est le son de mon cœur que tu devais entendre. »« Ami, dit Iseut, peut-être l'ai-je entendu plus tôt que tu ne penses, mais nous sommes enveloppés de ruses,
Devais-je, comme ce chien, suivre mon désir au risque de te faire prendre et tuer sous mes yeux? Je me gardais et je te gardais. Ni le rappel de ta vie passée, ni le son de ta voix, ni cet anneau même ne me prouvent rien. Car ce peuvent être les jeux méchants d'un enchanteur. Je me rends pourtant à la vue de l'anneau. N'ai-je pas juré que, sitôt que je le reverrais, dussé-je me perdre, je ferais toujours ce que tu me manderais, que ce fût sagesse ou folie? Sagesse ou folie, me voici. Prends-moi, Tristan. Elle tomba, pâmée, sur la poitrine de son ami. Quand elle revint à elle, Tristan la tenait embrassée et baisait ses yeux et sa face. Il entre avec elle sous la courtine. Entre ses bras, il tient la reine. Pour s'amuser du fou, les valets l'hébergèrent sous les degrés de la salle comme un chien dans un chenil. Il endurait doucement leurs railleries et leurs coups, car parfois, reprenant sa forme et sa beauté, il passait de son taudis à la chambre de la reine. Mais après quelques jours écoulés, 2 chambrières soupçonnèrent la fraude. Elles avertirent André qui aposta devant les chambres des femmes 3 espions bien armés. Quand Tristan voulut franchir la porte, « Arrière, fou !» crièrent-ils. « Retourne te coucher sur ta botte de paille. »« Eh quoi, beau seigneur, dit le fou, faut-il pas que j'aille ce soir embrasser la reine? Ne savez-vous pas qu'elle m'aime et qu'elle m'attend ?» Tristan brandit sa masse. Ils eurent peur et le laissèrent entrer. Il prit Iseux entre ses bras. « Ami, il me faut fuir déjà, car bientôt je serai découvert. Il me faut fuir, et jamais sans doute je ne reviendrai. Ma mort est prochaine. Loin de vous, je mourrai de mon désir. Ami, ferme tes bras et accole-moi si étroitement que dans cet embrassement, nos 2 cœurs se rompent et nos âmes s'en aillent. Emmène-moi au pays fortuné dont tu parlais jadis, au pays dont nul ne retourne, où des musiciens insignes chantent des chants sans fin. Emmène-moi. Oui, je t'emmènerai au pays fortuné des vivants. Le temps approche. N'avons-nous pas bu déjà toute misère et toute joie? Le temps approche, quand il sera tout accompli. Si je t'appelle, Iseux, viendras-tu? Ami, appelle-moi, tu le sais bien que je viendrai. Ami, que Dieu t'en récompense. Lorsqu'il franchit le seuil, les espions se jetèrent contre lui, mais le fou éclata de rire, fit tourner sa massue et dit « Vous me chassez, beau seigneur, à quoi bon? Je n'ai plus que faire, Céon, puisque madame m'envoie au loin préparer la maison claire que je lui ai promise, la maison de cristal fleurie de roses lumineuses au matin quand reluait le soleil. Va-t'en donc, fou, à la malheur. » Les valets s'écartèrent, et le fou, sans se hâter, s'enfuit en dansant.